Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui j'ai le plaisir de corriger avec vous le devoir Les terrasses sans bruit que vous aviez à réaliser aujourd'hui. C'est parti. Pour commencer, faisons le tour de notre fichier. Le premier grand tableau de listing peut être mis immédiatement en tableau, ce sera toujours ça de fait. Nous pouvons aller dans les types et les mettre en tableau. Je ne vais pas cocher la ligne de titre parce que comme ça en rajoute une. Et ici, je vais appeler ça les types pour l'instant. Nous allons aller dans les priorités, faire pareil. Je ne coche toujours pas la case de manière à avoir ici les priorités. Je vais aller dans le niveau de vie. Je pense que ça peut se mettre en tableau pour l'instant. On verra si c'était une bonne idée plus tard. Et maintenant, je vais aller dans la prospection. Je vous avoue que là, j'ai un petit doute. Je vais peut-être pas y toucher pour l'instant. Et on a le récap à faire, mais ça, on verra ça plus tard. Revenons dans notre grand listing. On nous demande de créer une règle pour mettre en couleur toute la ligne lorsque l'arrondissement est 75 019. Je vais donc commencer par sélectionner tout mon tableau et faire attention que la première cellule active soit bien la cellule A10. Maintenant, je vais me rendre dans Accueil, je vais cliquer dans Mise en forme conditionnelle et ici, pour mettre toute une ligne en couleur, je vais cliquer sur Nouvelle règle. Les Mac, choisissez Classique dans la liste déroulante, puis choisissez la dernière option qui vous est proposée. Les PC, pensez à choisir une petite couleur de remplissage. Ici, je vous avoue, je ne sais pas trop ce que je vais prendre, elles sont toutes assez laides. Allez, prenons celle-ci. Et maintenant, faisons notre formule. Ici, je dois avoir cette cellule active en couleur quand quoi? Lorsque dans la cellule d'à côté, j'ai 75 019. Bien sûr, attention, on va essayer de zoomer un petit peu. Je ne peux pas laisser ici B10 avec des dollars partout, je dois forcément enlever un des dollars pour que ma formule se décale vers le bas. Bien sûr, c'est le dollar qui est devant le 10 qui doit disparaître. Je me mets donc devant le 10 et maintenant j'enlève le dollar qui est devant le 10. J'applique et bien sûr, je m'aperçois que en effet, lorsqu'on a du 75 019, nous avons la ligne en entier en couleur. On nous demande ensuite d'ajouter une liste déroulante sur la colonne type de terrasse. Je sélectionne donc ma colonne, je vais dans Données, et dans Données, je cherche la petite case avec une encoche verte et un interdit de stationner qui est la validation de données. Maintenant, je vais choisir de faire une liste et lorsqu'on me demande la source de cette liste, je vais aller dans la feuille des types et je vais sélectionner les différents types qui me sont proposés. J'appuie sur OK et maintenant je me retrouve bien avec une liste des types dans chacune des cellules. On nous propose ensuite d'avoir deux dimensions pour chacune des terrasses, mais on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Ça fait quand même bizarre d'avoir des nombres alignés du mauvais côté. Quelle est la question qui nous est posée? On aimerait avoir la plus petite des deux. Évidemment, pour faire la plus petite, généralement, nous faisons égal min et nous choisissons une liste de valeurs. Et quand on appuie sur Entrée, ça nous donne la plus petite. Ici, cela ne fonctionne pas. Nous avons un problème. Effectivement, lorsqu'on regarde de plus près, on s'aperçoit que l'erreur, c'est la décimale. Ici, on a probablement importé des données depuis un logiciel anglo-saxon. Or, nous, pour pouvoir avoir un min et un max, il nous faut bien sûr des nombres avec des virgules. Si jamais vous ne connaissez pas de méthode avec une formule pour pouvoir enlever les points et les transformer par des virgules, vous pourriez sélectionner les deux colonnes, aller ensuite dans Accueil, et dans Accueil, vous avez quelque part quelque chose qui s'appellerait ici Remplacer. Le raccourci, c'est CTRL-H. Moi, je vous avoue que je fais souvent CTRL-H directement, de manière à avoir la petite fenêtre où je peux dire que je veux remplacer quoi des points par quoi des virgules. Si vous voulez, je zoome un petit peu pour que vous contrôliez mon travail. Je vous assure, j'ai bien mis un point et des virgules et on peut faire remplacer tout. Bien sûr, je ne vais pas le faire. Moi, ce que je voudrais, c'est avoir une formule, car si je rajoute des nouvelles informations en bas de ce fichier, j'aimerais que tous les calculs se mettent à jour. Ce que je vais donc faire, c'est rajouter des colonnes ici. Je vais peut-être en rajouter deux.
Et je vais appeler ça la dimension 1 propre, et peut-être à côté la dimension 2 propre également. Comment est-ce que je peux nettoyer les infos? Il existe une formule qui s'appelle substitut, qui va prendre un texte, qui va remplacer un élément, ici je vais remplacer les points, je les mets entre guillemets, et qui va le remplacer par quoi? Par une virgule que je mets également entre guillemets. J'appuie sur Entrée. Bien sûr, vous vous souvenez que le résultat d'une formule de texte, c'est du texte, donc pas encore un nombre, et si je veux transformer tout ça en numérique, le convertir en numérique, je vais utiliser CNUM. Et je referme bien la parenthèse derrière. Et bien sûr, cette fois, j'ai un chiffre qui peut être utilisé. On va faire exactement la même chose à côté. Je commence par mon CNUM, je mets mon substitut, je prends la deuxième dimension, point virgule, je vais lui dire que je veux remplacer tous les points. Par quoi? Par des virgules. Je ferme les deux parenthèses, j'appuie sur Entrée et j'ai la deuxième dimension propre. Si la personne qui a pris les mesures, les dimensions des terrasses a mis un premier chiffre dans une colonne, un deuxième dans l'autre, dans un cas on peut avoir le plus petit d'un côté ou de l'autre, on ne sait pas exactement. Imaginons qu'il s'agisse par exemple de salle de bain pour un EHPAD avec des normes concernant la taille en largeur et en longueur. Il faudrait d'abord qu'on sache quelle est la plus petite valeur et lui appliquer la norme de la largeur, la plus grande valeur et appliquer la norme de la longueur. Pour cela, cherchons la plus petite et la plus grande valeur des deux. Maintenant pour la largeur, bien sûr, je vais avoir mon min, puisque je veux avoir la plus petite des deux dimensions propres. Et bien sûr, la longueur va être la plus grande. Ici, je vais l'appeler max, et je vais prendre mes deux dimensions propres également. J'appuie sur Entrée et j'ai bien mes chiffres sur lesquels je vais pouvoir travailler. Mais attention, on me demande d'appliquer un format particulier sur ces deux colonnes. Pour mettre le M, vous auriez pu être tenté d'aller à la fin de votre formule, de mettre esperluette, d'ouvrir les guillemets, de mettre un M et de fermer les guillemets. Malheureusement, si vous faites ça, vous voyez qu'immédiatement, les chiffres qui étaient à droite repassent à gauche, et puisque nous avons mis du texte dans notre formule, eh bien, notre colonne devient du texte. Cela n'est donc pas une bonne option. Pour pouvoir faire la suite de notre travail, nous allons donc appliquer un format personnalisé. Je sélectionne les deux colonnes, je fais un clic droit, format de cellule. Maintenant, je descends dans personnaliser et je peux me mettre à la fin de standard et je vais essayer de zoomer pour vous montrer ce que nous allons faire. Ici, je vais rajouter tout simplement les guillemets, faire l'espace, le M, fermer les guillemets. Nous voyons au-dessus l'exemple qui correspond exactement à ce que je veux. J'appuie sur Entrée pour valider et vous voyez que j'ai bien un petit M, mais attention, ce M ne transforme pas les données en texte, il s'agit juste d'un affichage, je continue d'avoir des chiffres dans mes colonnes. On vous propose ensuite de réviser les conditions avec bien sûr quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Il faudrait mettre oui quand à la fois la largeur est inférieure à 4 et la longueur supérieure à 5. Bien sûr, on va avoir notre condition avec un si et on va ouvrir un et à l'intérieur pour pouvoir dire qu'il faut que la largeur soit inférieur à 4. Je tape ici et n'hésitez pas à bouger un petit peu les éléments d'aide quand vous en avez besoin. Est-ce que ça c'est inférieur à 4? Point virgule. Mais attention, deuxième condition, il faut que la longueur soit supérieure à 5. Je ferme le et. Si les deux conditions sont remplies, alors je vais mettre un oui. Dans les autres cas, écoutez, on va mettre non. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. J'ai donc des oui à certains endroits et des non à d'autres. Vous pouvez vérifier, cela correspond bien à nos tailles idéales qui sont demandées. On vous demande ensuite de remplir l'activité et on vous dit ici qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser une formule. Nous avons en effet dans la partie société, à la fin, l'activité qui est proposée, mais entre parenthèses. Écoutez, l'outil qui me paraît le plus efficace ici, c'est de copier barre restaurant
de le coller ici dans Activité et de faire CTRL-E pour le remplir automatiquement. Je vous rappelle, si le CTRL-E ne marche pas, vous pouvez mettre le premier exemple, c'est ça ce que pourrait vouloir dire le E, et aller dans Données et cliquer sur Remplissage instantané. Vous voyez qu'ici, le raccourci, c'est bien CTRL-E. Si jamais vous n'avez pas cet outil, voici les autres solutions. Il serait possible d'utiliser l'outil Convertir. Ici, je vais rajouter une colonne juste à côté, de manière à avoir quelque chose d'à peu près propre. Je vais sélectionner les données et je vais aller dans Données, Convertir. Je vais lui dire que ce texte doit être découpé à un endroit particulier, donc je vais choisir Délimiter. Je vais faire Suivant et je vais lui dire que je veux le couper à l'endroit où il y a la parenthèse ouvrante. Je vais faire Suivant. Et évidemment, je vais lui dire, bah écoute, tu te le mets ici, comme ça on va remplacer, on n'aura que les noms des sociétés et la catégorie à côté. Je fais Terminer, et j'ai ici une colonne où il ne me reste plus qu'à enlever la parenthèse fermante. Comme tout à l'heure, je peux faire un CTRL-H et lui dire qu'il faut remplacer toutes les parenthèses fermantes par quoi? Eh bien par rien. Et je fais Remplacer tout. Et il me dit qu'il en a remplacé presque 2000. Si vous disposez des nouvelles formules qui sont disponibles dans Office 365, vous pourriez utiliser texte après. On prend le texte de la société, ensuite on lui dit quel est le délimiteur, c'est bien sûr la parenthèse ouvrante qui nous intéresse, et ensuite on appuie sur Entrée. On obtient la deuxième partie et ici on pourrait faire, si on veut vraiment continuer avec les formules, faire un petit substitut pour lui dire que dans ce texte-là, il faut enlever la parenthèse fermante et la remplacer par rien. Ici, nous avons donc perdu la parenthèse fermante et nous avons les activités. Bien sûr, si vous ne disposez pas des nouvelles formules, il faut le faire à l'ancienne avec une sorte de soustraction. Je veux prendre les caractères en partant de la droite, mais combien est-ce que j'en veux? Alors d'abord, prenons notre texte. Je voudrais prendre le nombre de caractères qui correspond à la totalité moins l'endroit où se trouve la parenthèse. Je fais donc point virgule. Ici, je voudrais avoir le nombre de caractères total, nbcar de tout ça. Je ferme mon nbcar bien sûr, mais nbcar moins quoi? Moins l'endroit où se trouve notre formule, notre parenthèse. Je vais chercher dans ce texte, attention, je cherche d'abord la parenthèse ouvrante, point virgule, dans quoi? Dans ce texte. Et je ferme un petit peu tout ça. Je me retrouve donc avec la première partie et maintenant je peux faire encore un substitut. N'hésitez pas à le faire dans plusieurs colonnes si vous avez envie. Dans tout ça, qu'est-ce que je veux changer? Je veux que la parenthèse fermante soit remplacée par rien. Et nous avons à nouveau nos activités. On nous demande maintenant de mettre oui lorsque l'activité est prioritaire, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve dans cette liste. Et ici, nous avons quand même 6 cas à proposer. Une des solutions consisterait à faire un si embriqué ou un si condition, bref. Je pense que là, on est parti pour une longue formule. Si vous avez suivi votre enseignement correctement, vous devinez qu'il y a un raccourci qui vous a été enseigné. Ici, on peut aller dans les priorités et tout simplement mettre est-ce que c'est prioritaire? Et on pourrait mettre oui, et puis on pourrait mettre oui partout sur ces activités. Quelle est la formule qui, pour une certaine activité, mettrait oui quand c'est à côté? J'espère que vous avez compris qu'au lieu de faire 6 ou 5 si imbriqués, on peut tout simplement faire une recherche V à condition d'avoir créé les conditions pour que ça marche. Eh bien, c'est ce qu'on a fait à côté. Je prends une activité, point virgule, je vais le chercher dans mon tableau de priorité, point virgule, je prends la deuxième, point virgule, et bien sûr, c'est du faux. Ici, j'ai toutes les activités prioritaires avec un oui. Et je crois qu'on vous a appris qu'on pouvait remplacer les NA par quelque chose. Il existe deux formules pour le faire. La formule SINONDISP qui remplace spécifiquement les NA. Et dans ce cas-là, on pourrait lui dire, quand c'est pas prioritaire, tu mets non à la place de NA. Et bien voilà, nous avons résolu le problème. L'autre solution, si vous ne vouliez pas utiliser la SINONDISP, vous pouviez utiliser la si erreur,
je vais la faire ici. Elle est un peu plus large puisqu'elle cache toutes les erreurs, les sinon disp et les autres, mais on pouvait mettre nom entre guillemets de la même façon, et cela marche. Pour vérifier que vous maîtrisez les formules de texte, on vous demande maintenant de regarder dans la colonne adresse s'il y a quelque chose qui nous indique qu'à certains endroits, on a un pan coupé. Bien sûr, vous avez compris qu'il s'agit de regarder dans les premiers caractères, et si vous les comptez, je dirais que pan coupé, ça doit être les 9 premiers caractères. Nous pouvons donc faire notre condition si la gauche de notre cellule adresse. En prenant les 9 premiers caractères, pensez à bien fermer votre gauche, est égal à, on va mettre pan coupé. Alors dans ce cas-là, je vais mettre point virgule entre guillemets coupé. Dans les autres cas, je vais mettre entier entre guillemets également. J'appuie sur Entrée et j'ai bien à certains endroits entier, et lorsqu'il y a marqué pan coupé, nous avons coupé. On nous demande maintenant de regarder le code postal de l'arrondissement et d'aller voir dans un tableau à quel niveau de vie il correspond, c'est-à-dire à son rang parmi les niveaux de vie. Vous comprenez bien que cela peut servir dans le marketing, dans le commercial, mais également dans l'implantation d'un nouvel établissement de santé si vous êtes plutôt en management social. Ici, on veut vérifier que vous êtes capable d'organiser les données pour pouvoir faire une simple recherche V. Que nous manque-t-il dans ce tableau pour qu'on puisse comparer l'arrondissement avec les éléments qui sont ici? Eh bien, idéalement, il faudrait que j'ai quelque part dans mon tableau et plutôt du côté gauche le code postal de l'arrondissement. Et ici, on a les numéros d'arrondissement. Peut-être qu'on pourrait faire insérer une colonne à gauche et ici, on pourrait mettre le numéro de l'arrondissement, num arrondissement. Ici, c'est le 7e arrondissement. Ici, c'est le 8e. Pas vraiment d'aide de la part de Excel, mais peut-être qu'on peut refaire notre CTRL E, comme on l'avait fait tout à l'heure, et vérifier qu'on a les choses bien remplies. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on pourrait insérer à nouveau une colonne à gauche, et on va voir si vous connaissez la formule qui permet de passer de 7 à le code postal, qui est 75 007. Honnêtement, je pense que vous connaissez la formule, c'est 75 000 plus le numéro. Ça nous donne les codes postaux. Et bien maintenant, tentons notre recherche V. Égale recherche V, je vais prendre mon code postal d'arrondissement, le numéro il est là, je le prends, point virgule, je vais aller dans mon petit tableau de niveau de vie, point virgule, je vais prendre pour avoir le rang, c'est la 3e colonne, point virgule, et ici, attention, je fais bien du faux puisque je veux pour chaque arrondissement avoir son rang à lui. J'appuie sur Entrée, j'obtiens le rang, et bien sûr, lorsqu'on a autre chose, on va avoir un NA ici, et je vous rappelle que vous pouvez cacher les NA, soit avec sinon disp, soit avec si erreur. Ici, je vais mettre guillemets guillemets pour les choses dont on n'a pas le rang qui correspond à l'arrondissement. Bien sûr, si dans votre petit tableau niveau de vie, vous n'avez pas mis le code postal et que vous avez mis juste le numéro de l'arrondissement, eh bien, il faudrait prendre le code postal et prendre juste la fin. Ce serait par exemple quelque chose comme je veux partir de la droite, prendre mon code postal, mon arrondissement, point virgule et prendre les 2 premiers caractères. Attention, je vous rappelle que si vous faites ça, le résultat est aligné à gauche, c'est donc du texte. Vous devez d'abord faire un petit sénum de manière à le transformer en nombre. Et maintenant, vous pouvez faire votre recherche V à partir de cet élément-là. Je vous avoue, ma première solution me semblait beaucoup plus simple. Maintenant, nous pouvons faire notre recherche V. Ici, je vais me mettre au début de ma formule. Bien sûr, n'hésitez pas à le faire sur plusieurs colonnes si vous n'étiez pas sûr de vous. Nous allons prendre cet élément. Nous allons aller dans le niveau de vie. Ici, imaginons que nous n'ayons pas cette colonne-là. Nous prendrions tout le petit tableau. Je vais prendre à partir de la 2e colonne. Si j'ai commencé à cette colonne-là, c'est la numéro 1. Le rang se trouve donc dans la numéro 2. Et bien sûr ici, je veux faire une recherche exacte, on est par code d'arrondissement ou numéro d'arrondissement, je peux appuyer sur Entrée pour avoir mes éléments. Comme tout à l'heure, une petite sinon disp ou une petite si erreur nous permettra de
cacher les NA, par exemple, en mettant rien pour les cas qui ne nous concernent pas. Quel que soit votre secteur d'activité, il y a toujours une dimension commerciale, que ce soit pour la recherche de crédit, le recrutement ou les établissements de santé. Vous allez devoir viser en priorité les gens qui peuvent vous rapporter le plus possible. Ici, nous allons donc chercher nos grands comptes. Est-ce qu'il y a des entreprises qui ont plusieurs terrasses? Et nous allons commencer par celles qui en ont le plus. Essayons de compter le nombre de fois où chaque société apparaît dans notre listing des sociétés. C'est mot pour mot ce que l'on vous demande de faire ici. La formule pour compter avec un critère, c'est bien sûr nb.si. Je vais donc aller prendre la plage de toutes les sociétés pour compter si par hasard, ici, commençons par prendre la plage, point virgule, combien de fois est-ce qu'on a cette société-là? Eh bien, lorsque vous appuyez sur Entrée, vous voyez qu'il y a des sociétés qui ont peu de terrasses, 2, 3, et il y en a qui en ont bien sûr beaucoup, jusqu'à 36. Vous avez compris, nous avons nos grands comptes et il faudrait commencer notre prospection en commençant par cela et en allant vers celles qui ont le moins de terrasses. Nous avons gravi progressivement tous les degrés de complexité, nous arrivons au point culminant qui est la date de prospection. Ici, vous avez plusieurs solutions. On voudrait mettre une date proche pour les entreprises qui ont le plus de terrasses et une date lointaine pour les entreprises qui en ont moins. Nous avons un tableau avec des dates ici, mais si nous faisons une 6 conditions, ça va être très compliqué. Je vous propose donc d'aborder le problème non pas comme une difficulté de formule, mais une difficulté d'organisation des informations qui sont là pour ensuite faire une formule qui nous paraîtra relativement facile. Donc, procédons pas à pas. Si vous avez déjà eu à gérer des projets, vous savez que la date de début est toujours un petit peu fluctuante. Ce serait une bonne idée de mettre en dehors de nos calculs la date qui nous est proposée, le 5/2/2024, et comme j'ai envie de la réutiliser dans mes données, mais que je n'ai pas envie de mettre de dollars, on pourrait lui donner un petit nom, je vais l'appeler début. Bien, maintenant, essayons de clarifier toutes les informations qui nous sont données ici. On sait qu'on a le nombre de terrasses, ici, qui nous est donné à partir de 30, à partir de 25, de 15, de 7, de 4, et alors attention ici, on n'a pas à partir de, on a jusqu'à. Bon, on va mettre 3 pour l'instant, mais je pense qu'il faudra modifier ça tout à l'heure. Et on sait que jusqu'à 3, il faut ajouter 56 à la date de début. Ici, il faut en ajouter 28, 21, 14, 7. Et alors ici, on va ajouter combien si c'est pile à la date? Ça va être probablement 0. Comme d'habitude, peut-être qu'on pourrait mettre ça sous forme de tableau, appeler ça le décalage peut-être, et ici, essayer d'avoir la date à laquelle ça correspond. À partir de 30, c'est égal à la date de début qu'on a ici, plus le décalage qui est là. Et comme d'habitude, vous êtes habitué à avoir le bon format des dates qui ne se met jamais comme on en a envie, et donc nous avons nos dates qui sont ici. Je crois qu'on vient tout simplement de créer un petit tableau qui récapitule les infos que l'on a ici. C'est typiquement ce que l'on a dans la plupart des institutions, que ce soit des institutions financières ou que ce soit les éléments comme l'ANAPT ou l'ARS. Lorsqu'il s'agit de procédures pour les établissements de santé, vous avez un listing des dates et à vous d'appliquer les données. Maintenant, nous allons donc chercher en fonction du nombre de terrasses à quelle date faire la prospection, mais attention, vous vous souvenez qu'il y a un piège en particulier de la recherche V, c'est que la recherche V cherche verticalement, mais du plus petit au plus grand. Une alternative serait d'utiliser une recherche X qui nous permet de choisir si on veut du inférieur ou du supérieur. Ici, comme il y a encore des gens qui n'ont pas la recherche X en entreprise, je vais continuer à faire avec une recherche V, mais je vais mettre du plus petit au plus grand. Et je vous rappelle ce qu'on avait dit tout à l'heure, attention, ici il y aura un souci puisque ce n'est pas à partir de 3 qu'on va mettre le 56, mais jusqu'à, essayons de faire une recherche V, on va modifier ensuite. Je vais donc dans mon listing, je vais faire une recherche V,
Je vais prendre le nombre de terrasses qui est proposé ici, je vais aller dans ma prospection qui est en bas, je vais prendre tout mon tableau, point virgule, la date se trouve dans la troisième colonne, et bien sûr vous avez reconnu ici le problème, on ne va pas chercher exactement un chiffre, imaginez que j'ai 6 terrasses, on ne va pas le trouver ici, il faut chercher dans des seuils, et c'est ce à quoi sert la recherche V avec vrai. Je ferme ma parenthèse et j'appuie sur Entrée. J'obtiens donc les dates de prospection, mais j'ai un petit souci, par exemple lorsque j'ai 2 terrasses. Bien sûr, vous avez compris, il faut dire ici que c'est à partir de quelque chose qu'on va mettre la date au 1er avril, et bien sûr c'est à partir de 0 terrasse, où vous auriez pu mettre une terrasse ou 2 terrasses en fonction du minimum que vous avez. Je vais mettre 0, on ne va pas s'embêter. Et ici, j'ai bien maintenant dans mon listing les données qui sont justes avec les dates de prospection qui sont appliquées. Je le rappelle, cas établissement de santé, je pourrais avoir des contrôles ou des vérifications à faire en fonction du degré d'autonomie d'une personne et dire qu'en fonction de son degré d'autonomie, son GIR, je vais avoir pour les personnes qui ont tel GIR un contrôle à telle date et je vais commencer par les gens qui ont peut-être le moins d'autonomie. Eh bien, voilà une manière de faire votre listing et votre prospection. Dans le reporting que l'on vous demande de construire, l'un des premiers graphiques peut-être à faire est celui qui ne nécessitait aucun calcul. Avec ça, vous pouvez déjà nous démontrer que vous savez faire un TCD puis un graphique et donc avoir la majorité des points du recap. Je vais donc me mettre dans mon listing, je vais cliquer dans Insertion tableau croisé dynamique, je vais faire mon tableau, je voudrais avoir le type de terrasse ici, et maintenant je voudrais compter le nombre d'adresses par exemple, et je vais avoir les éléments qui sont proposés. Je vais faire insertion et je vais avoir ici la première représentation visuelle de mes données. Ici, si j'ai envie d'avoir un format de nombre qui me plaise, je pourrais faire un clic droit, paramètres de champ de valeur, choisir format de nombre, et ici peut-être prendre nombre. Alors je pense qu'il est totalement inutile de mettre des décimales. Par contre, on pourrait se mettre un délimiteur pour les milliers, de manière à avoir quelque chose d'à peu près propre, et on mettra notre graphique en forme plus tard. Je peux maintenant donner un nom à ma feuille et bien sûr je peux la dupliquer de manière à avoir le deuxième listing qui m'était demandé et je crois qu'ici c'était le TCD avec cette fois la taille idéale. Qu'est-ce que je dois changer dans mon TCD pour avoir la taille idéale? Au lieu d'avoir le type de terrasse, je vais bien sûr prendre la taille idéale et je crois qu'ici le graphique qui nous était demandé était un anneau et nous le mettrons en forme tout à l'heure. Dupliquons à nouveau notre feuille et maintenant je crois que nous avons le TCD avec les dates de prospection. Là encore, je supprime mon graphique, je vais changer les éléments, je vais mettre les dates de prospection. Et si jamais je trouve que ce n'est pas exactement ce que je voudrais ici, soit je peux changer le groupement pour afficher exactement ce que je veux, soit je peux choisir de dissocier les dates de manière à avoir un graphique. Ici, prenons l'exemple de ce qui nous était demandé, je crois que c'était celui-ci. Je peux maintenant ajouter une nouvelle page ici qui va être mon tableau de bord, on peut l'appeler TDB si vous avez envie, et maintenant je vais aller prendre chacun de mes graphiques et le disposer sur mon tableau de bord. Pensez bien à cliquer en dehors pour faire le deuxième copier-coller ou couper-coller, c'est vous qui choisissez. Ici on le colle et pourquoi pas mettre le troisième à côté, comme ça on aura tout. Et maintenant, nous allons essayer de les filtrer tels qu'on nous l'avait demandé. Pour cela, je vais cliquer sur un des graphiques, aller dans Analyse. Attention, ne prenez pas les segments du tableau des listings, ce n'est pas la même chose. Vous devez faire des segments à partir des TCD. Et maintenant, vous choisissez ici les éléments qui vous paraissent utiles. Il me semble que nous avions l'arrondissement et il me semble que nous avons la priorité. Vous faites OK et nous avons maintenant nos deux segments. Testons ce qu'ils font bouger. Pour l'instant, ce segment ne fait bouger qu'un seul des graphiques. Je peux faire un clic droit dessus, faire connexion de rapport, de manière à lui dire de faire bouger les deux autres TCD.
Et maintenant, vous voyez bien que les données vont varier en fonction de ce que je clique ici. On va faire pareil pour l'autre, connexion de rapport, et je coche tous les TCD de manière à faire bouger les trois graphiques d'un seul coup. Pour mettre un chiffre au milieu de mon graphique, je vais me mettre en dehors, je vais faire égal et je vais aller prendre un des totaux d'un de mes TCD. Maintenant, je peux ajouter une petite forme au milieu de mon graphique. Je n'écris pas dans la forme, je vais en haut dans la barre de formule et je fais égal et je clique sur le chiffre qui est là. Je vais pouvoir maintenant le mettre un petit peu en forme, l'agrandir, le centrer, peut-être enlever ici le remplissage et pourquoi pas la bordure. Maintenant, vous pouvez ajouter les données. Si vous êtes sous PC, vous pouvez cliquer sur étiquette de données. Si vous êtes sous Mac, vous pouvez aller dans création et vous avez au début la possibilité de rajouter des étiquettes de données et éventuellement de faire cela sur tous les graphiques. En attendant l'année prochaine où vous apprendrez probablement à vous servir de Power BI qui permet de faire des tableaux de bord assez facilement, vous pouvez ici faire un petit tableau de bord qui vous permettra de passer vos journées sur des fichiers qui vous permettent de vous évader un petit peu, en tout cas qui ne sont pas trop tristounes. Pour préparer l'impression, ce qui fait partie des éléments qui ne sont pas demandés mais qui sont des petits points bonus, vous pouvez toujours aller, après avoir sélectionné la partie que vous voulez imprimer, aller dans Mise en page, dans Zone d'impression et dans Définir. Puis aller dans Imprimer et vous voyez que le résultat n'est pas génial. Sous Mac, n'hésitez pas à aller dans Marge personnalisée et à cocher la petite case Ajuster à la taille ou ajuster l'impression. Ici par exemple, je pense que on pourrait passer en paysage puisque mon tableau de bord est plutôt à l'horizontale. On pourrait mettre des marges étroites et je pense que dans la mise à l'échelle, on va essayer d'ajuster à une page pour avoir mon tableau de bord. Et je vous propose d'aller un petit peu plus loin, d'aller dans la mise en page. Les Macs, c'est en bas, c'est dans personnaliser dans les marges. Vous avez la possibilité de mettre des informations complémentaires. Et parmi les choses qui sont souvent utiles, c'est de savoir à quelle date on a fait l'impression de ce tableau de bord, car il peut changer à certaines dates. Et de l'autre côté, peut-être qu'on pourrait mettre le nom du fichier, ça ce serait pour les en-têtes. Et peut-être que dans le pied de page, on pourrait dire qu'on a toutes les pages en disant c'est la page 1 sur le nombre de pages totales, puis si vous avez envie, vous pourriez mettre votre petit nom, etc. Je fais OK, et j'ai maintenant la date qui se mettra à chaque fois que j'imprimerai, ou que j'imprimerai en PDF, hein, mais au moins je saurai de quand datent les infos, j'ai le nom du fichier, et j'ai le nombre de pages qui se met en bas. Maintenant, si nous devions confier ce document pour lequel nous avons fait beaucoup de formules à quelqu'un qui ne maîtrise pas tellement Excel, nous savons ce qui va se passer. La personne va cliquer sur les formules, les supprimer, les casser, et notre document ne marchera pas. Il serait donc intéressant de protéger la partie des formules et ne conserver que la partie données libre d'accès pour les utilisatrices et les utilisateurs de mon document. Pour ce faire, protégeons la feuille. Je vais d'abord commencer par sélectionner la partie qui devra continuer à bouger, c'est-à-dire les données originales. Maintenant que je les ai sélectionnées, je peux faire un clic droit, format de cellule, aller dans le dernier onglet et enlever le verrouillage. Pour l'instant, cela ne fait rien. Ça veut juste dire que quand je protégerai la feuille, ces données-là ne seront pas verrouillées. Maintenant, je peux aller dans Révision et je peux lui dire qu'on va protéger la feuille. Je vous rappelle, pour cet examen, pas de mot de passe. Dans la vraie vie, bien sûr, n'hésitez pas. Je vais cliquer sur OK. Maintenant, je peux modifier, par exemple ici, si j'ai envie, je vais dire que c'est l'arrondissement de je peux le faire. Par contre, dans les autres données, si j'essaye de faire une modification, je ne le peux pas. La formule est bel et bien protégée. Et bien voilà, j'espère que cette année vous aura permis d'être plus à l'aise sur les outils tableurs. Je vous souhaite une très bonne continuation. À bientôt, au revoir.